Jean-Marie Baron, nous allons parler de ce livre, Le Fils du gouverneur, un livre hommage à votre père aux éditions Baker Street. Alors, je dirais que votre père, François Baron, quelle vie surréaliste dès 1922, ami d'Aragon, de Crevel, de Desnos. Il est parmi les premiers, notamment le premier Français de l'étranger à rejoindre le général de Gaulle à l'appel du 18 juin. Euh, Oui, aussi. Aussi, gouverneur de l'Inde française en 1945. Bon, et ça, c'est que la partie, on va dire, visible. On va voir qu'il y a bien d'autres choses encore à travers ce livre. C'était facile d'être le fils du gouverneur. Écoutez, alors, non, non, je dis volontiers qu'il y a des successions qui sont difficiles à prendre. Il est vrai que j'ai eu des parents qui étaient des personnages, et notamment mon père. Et vous parliez du surréalisme tout à l'heure. Effectivement, c'est même pas 1922, c'est 1921, vous savez, c'est la première manifestation officielle du surréalisme. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, le jour où ils se sont réunis dans ce fameux square de Saint-Julien-le-Pauvre, là, en face de Notre-Dame à Paris, étaient des dadas issus du café Voltaire à Zurich. Enfin bon, c'est-à-dire qu'il y avait des gens comme Max Ernst, Man Ray, Picabia, etc., etc. Et c'est 1921, vous voyez, on est 3 ans avant la rédaction du fameux manifeste du surréalisme. Donc c'est vraiment la toute première fois que ce groupe se met en place. Et mon père, si je puis continuer, fait venir son jeune frère qui s'appelle Jacques, qui a 5 ans de moins que lui, qui a tout juste 16 ans, de Nantes, pays d'origine, ville d'origine de ma famille paternelle. Le jeune Jacques qui a 16 ans, qui se destine à la marine marchande, et mon père qui s'appelle François, qui a 50 de plus, lui dit, viens nous rejoindre à Paris, c'est ici que nous faisons la révolution. Et le petit Jacques, qui a 16 ans, saute dans une locomotive, dans un vieux train qui arrive à la gare Montparnasse à 5 heures du matin. Et dans ce square, mon père le présente à son copain Louis Aragon, et l'autre sort un petit papier froissé de sa poche sur lequel il a écrit quelques mots qui vont changer sa vie. Il a écrit, et il le tend à Aragon comme ça, Aragon le lit, maintenant visé d'une folie douce, je tourne le pouce d'une autre pensée. Et Aragon lui dit du tac au tac, jeune homme, vous restez avec nous, vous êtes le radiguet de la poésie française, qui est quand même extravagant. Et le Jacques en question sera caché dans l'hôtel des grands hommes sur la place de Panthéon, où les copains surréalistes, qui sont devenus des copains entre-temps, se cotisent pour lui offrir une chambre là-bas, et il écrira des poèmes sur les tables des bistrots du quartier latin. Alors, comment a-t-il embrassé une carrière, je dirais, de diplomate? Alors écoutez, oui, donc ça c'est un autre épisode de son existence. Euh, Moi, le témoignage que j'ai qui me vient de lui est qu'à un moment donné, André Breton aurait dit, parce que j'en ai pas la preuve écrite, maintenant ça suffit, il faut changer l'aventure, il faut brûler nos poèmes et partir à l'autre bout du monde, quelque chose de cet ordre-là. Mon père aurait appris de fait la déclaration de Breton au pied de la lettre, et après avoir fait une licence de droit, il fait l'école coloniale et il est nommé administrateur à Dakar en 1927. Il a 27 ans. De Dakar, ensuite, il sera nommé à Mopti, sur les bords du Niger, etc., etc. Et puis jusqu'en Inde. Il rejoint donc Londres. Comment finalement, c'était une fibre patriotique? Le 18 juin 1940, il est administrateur à Chandernagore. Chandernagore. C'est ça, c'est-à-dire non loin de Calcutta, dans une boucle du Gange. Et grâce à la BBC, il entend sur son vieux poste qui grésille l'appel du 18 juin du général. Et là, il a la présence d'esprit, l'intuition, je dirais, fondamentale de répondre aussitôt au général. Et ce télégramme, aujourd'hui introuvable, qui aurait été coulé, ainsi qu'un grand nombre d'archives de la France libre à l'époque, au milieu de la Méditerranée, ou ou dans la Manche, on ne sait pas exactement, le premier télégramme que le général a reçu à Londres d'un Français de l'étranger, donc d'un Français hors Londres.
Et à ce titre, il est considéré comme le premier gaulliste historique, ce qui m'a été confirmé par Jean Lacouture, un de ses biographes les plus célèbres, comme vous savez. Alors, c'est à Londres qu'il fait la connaissance de Kessel et de Druon. C'est à Londres qu'il retrouve, qu'il voit arriver Kessel fin 42, parce qu'entre-temps, vous savez, il a été nommé, je parle de mon père là, il a été nommé, De Gaulle lui demande de rester à son poste à Chandernagor alors qu'il voulait rejoindre Londres immédiatement, et il le nomme directement délégué général de la France libre pour tout l'Extrême-Orient en poste à Singapour. Et donc, fin 42, à la suite d'un voyage épique où il passe par Colombo, par Le Caire, par Alger, il rejoint De Gaulle. Et là, il voit arriver, quand il était à Londres, il voit arriver Kessel avec Druon sous le bras, qui a à peine 20 ans, et Kessel qu'il avait croisé dans les boîtes de nuit russes à la fin des années 30 à Paris. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il va, il va assister, on peut dire, à la rédaction de ce chant des partisans qui est devenu l'hymne, cette Marseillaise des résistants. Mais oui, ça, alors ça, c'est autre histoire extraordinaire, si je puis me permettre de raconter ça à propos de. Écoutez, oui, ils sont dans un petit hôtel du Surrey. Là, il y a un petit groupe de Français, dont mon père. Enfin, en l'occurrence, là, il n'y avait que mon père ce jour-là. Kessel et Druon sont attablés au milieu d'un nuage de fumée en buvant du café à tour de bras et ils se lancent dans l'adaptation en réalité d'un texte que Anna Marly, qui est à l'origine du chant des partisans résistantes russes, qu'il ne faut pas oublier dans toute cette histoire, qui a composé non seulement la musique, mais qui avait déjà écrit un texte. Bon, Kessel et Druon adaptent en français et fort bien le texte à la suite de ce que De Gaulle lui avait dit en le recevant quand il est arrivé à Londres. Il lui avait dit, écrivez un livre sur la résistance française, puisque vous venez de là. Et il écrit ce beau livre qui sera un des plus beaux films aussi adaptés par Melville au cinéma. Bon, Oui, qui est L'Armée des Ombres, n'est-ce l'armée pas? des ombres. L'Armée des Ombres. Et De Gaulle lui avait dit, et plus si vous voulez. Il a l'air de dire, vous pouvez en faire davantage peut-être. Euh, à Londres, à cette époque-là, il fait la rencontre de quelqu'un de bien connu, autre héros de la résistance, qui est Emmanuel Dastier de la Vigerie. Et Dastier lui dit, ah, mais écoute, ce serait bien vraiment que nous ayons un chant qui devienne le chant de la résistance française, le chant des partisans. Et c'est à ça qu'il s'emploie avec Druon dans ce petit hôtel du Surrey, assisté par mon père qui pousse la porte de temps en temps. C'est une anecdote qui est restée fameuse dans la famille et qui était l'objet de grandes rigolades. Il pousse la porte en leur disant, alors, vous l'avez fini, votre Marseillaise? Voilà, j'ai été élevé dans cette ambiance-là, cher monsieur. Il y a quelques personnages aussi qui sont, moi, qui j'ai trouvé intéressants dans ce bouquin. Tous sont intéressants, mais certains. Alors, il y a un personnage qui s'appelle Mamadou. Ah oui, oui, oui. Écoutez, ça encore, ça fait partie des péripéties de l'aventure coloniale, si je puis dire, à une époque où on ne pensait pas véritablement que ce soit un crime contre l'humanité. Bref, parenthèse fermée, mon père, effectivement, voit arriver un jour avec quelqu'un qui pousse des cris et des cris en disant Mamadou, Mamadou, Mamadou. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Mamadou? Eh bien, Mamadou avait ouvert le ventre de sa femme parce qu'elle avait très mal au ventre et c'était pour faire sortir le démon qui était à l'intérieur de son ventre. Alors, drame absolu. Et Mamadou, donc, à la suite de cet épisode, a été foutu en tôle, enfin emprisonné vraiment derrière les barreaux et tout ça. Et Mamadou, qui était le meilleur jardinier de Mopti à cette époque-là, ne comprenait pas du tout ce qui lui arrivait. Il disait, mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. J'ai fait sortir le diable du ventre de ma femme qui souffrait horriblement et tout ça. Mais on lui dit, mais tu sais, Mamadou, la justice là-bas avec les Blancs, c'est pas du tout la même chose et tout. Donc, mon père, très embêté, est obligé d'envoyer un télégramme au ministère des colonies, évidemment. Tout le monde est très angoissé et on attend la réponse des autorités françaises. Elles arrivent, et la réponse est implacable. Mamadou, condamné à mort, exécution immédiate. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait, mon père? Eh bien,
en catimini, au milieu de la nuit, sous les étoiles, il y avait la lune, paraît-il. Il va se débrouiller pour délivrer Mamadou en fauchant, en prenant la clé du gardien qui s'était assoupi, etc. Il prend Mamadou par le bras et il le sort de la prison et il l'emmène sur le bord du Niger. Il avait fait aménager dans une petite crique à part une pirogue et il dit à Mamadou, écoute, je te demande une seule chose maintenant, promets-moi de ne jamais revenir, jamais, jamais, et que Dieu t'accompagne, quelque chose de cet ordre. Et il pousse avec son pied la pirogue qui disparaît dans les brumes du Niger et on n'a plus jamais revu Mamadou. Voilà. Et il a eu la vie sauve grâce à Voilà, l'intervention effectivement. de l'administrateur des colonies. Voilà, donc alors il y a eu aussi d'autres rencontres et des périodes un peu. Alors on parle de 1969, mais il y a aussi Sri Aurobindo, un philosophe qui a été, je crois, peut-être c'est dit d'ailleurs dans le livre, la dernière grande aventure de sa vie. Oui, oui. Donc, en 45, mon père, héros de la résistance, est nommé directeur, enfin directeur, que dis-je, gouverneur des établissements français de l'Inde, des 5 comptoirs français de l'Inde. C'est-à-dire non seulement Pondichéry, mais Caracal, Mahé, Yanaon et Chanderma. Il s'est réfugié à Pondichéry parce qu'il était poursuivi par la police anglaise et là, il était en territoire français, donc il s'est senti protégé. Pourquoi poursuivi par la police anglaise? Parce que avant de qu'on l'appelle un maître spirituel, il a été un révolutionnaire qui voulait bouter les Anglais hors de l'Inde, comme jadis Jeanne d'Arc voulait le faire, hors de France, n'est-ce pas? Il change de révolution, celui-là aussi, il change d'aventure. Et mon père le rencontre, il crée ce qui va finir par devenir le plus grand ashram, comme on dit, de l'Inde. Et mon père deviendra, contre toute attente, disciple de cet ashram et disciple de cet homme qui s'appelle Sri Aurobindo, effectivement. Il reste beaucoup de choses, évidemment, de l'image de votre père, mais est-ce qu'il reste aussi l'image du marin breton? Il reste absolument, moi, en tout cas, c'est la première image que j'ai de mon père avant de l'avoir redécouvert quand il m'a fait venir à l'âge de 10 ans à Pondichéry, qu'il retournait lui-même pour la première fois. Dans les habits du gouverneur, si vous voulez, pour moi, c'était un homme qui, pas du tout intimidant, extrêmement décontracté, et qui avait un petit bateau à la Trinité-sur-Mer sur lequel je hissais les voiles de temps à autre. J'étais mousse de service, et il avait gardé un grand attachement pour sa terre bretonne, et que je partage d'ailleurs aujourd'hui pour ses racines granitiques, disait-il. Et nous avons passé, moi j'ai passé toute mon enfance en Bretagne notamment. Merci beaucoup, Jean-Marie Baron, le fils du gouverneur, ce livre. Et au-delà, bien sûr, de l'histoire qui vous est personnelle, de l'histoire de votre père et vous, et on pourrait parler de votre maman aussi, on pourrait parler de Dom Pedro, du grand-père, mais le lecteur Oui, oui, oui. découvrira dans le livre. C'est aussi une page, plusieurs pages, je dirais même, de notre histoire qui se déroule là au fil des lignes. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir. Oui, Et puis on a et je voudrais révisé juste nos. Oui, ajouter un tout petit mot pour vous dire que, au fond, à travers ce livre, qui est effectivement un hommage à mon père, j'ai voulu laisser une trace pour mes enfants, pour mes amis et pour tous ceux que cela peut encore intéresser. C'est aussi un hommage, d'une manière générale, à toute cette génération qui m'a fasciné. Voilà, qui voilà. était la génération du siècle. Voilà. Et puis l'occasion de réviser les comptoirs de l'Inde qu'on apprenait jadis à l'école et je pense qu'aujourd'hui on les a un peu oubliés. Oui, et qu'on a abandonné malgré Juliette Gréco qui chantait Nous n'abandonnerons pas les comptoirs de l'Inde. Voilà, voilà. Je crois que c'est Sommades France, c'est ça que les de mémoire. Oui, enfin, même avant, mais ça a été entériné définitivement à l'Assemblée nationale sous Mendes France, effectivement en 54. 54, voilà. Et notamment, Maurice Schumann est venu à Pondichéry quelques années avant pour régler le problème avec mon père. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marie Baron. Merci à Le vous fils, vraiment. le fils du gouverneur, c'est aux éditions Baker Street. Merci.